allait fumer une cigarette sur la jetée, vit des bateaux qui s'avançaient hors de la baie. Chien des gardiens des lavabos, visse les bâtisses grises de Oran alignées au bord de l'eau, et encore un autre gros bateau, mais gris et orange, avec une femme qui se promenait sur le pont. Ensuite j'allais à l'hospice, d'abord au musée où je vis la plume et les cuillères de Sir John Franklin. Il faut une bonne dose d'imagination pour vouer un culte à des cuillères. Je lâchai la bride à mon esprit pour voir ce qu'il allait faire et, tenez, j'ai bien failli fondre en larmes à la vue de la redingote que portait Nelson à Trafalgar, avec les médailles qu'il cacha de la main, pour éviter d'être identifié par ses hommes quand on le descendit à l'intérieur du bateau. Il y a aussi sa petite queue de cheveux frisottés, d'un blond grisonnant, noué d'un ruban noir, ainsi que ses longs bas blancs, l'un tout taché, sa culotte blanche aux boucles dorées et sa cravate, tous les vêtements Roger Pacmanck, 1903-1963, avait fait ses études à Westminster et à Trinity College, Cambridge, puis avait passé un an à l'école britannique de Rome. Il venait d'être nommé conservateur adjoint du département des antiquités grecques et romaines du British Museum. Le peintre Walter Richard Sicker, voire plus haut, 7 janvier 1923, note 9, à peu près remis de la mort de sa seconde femme en 1920, vivait seul dans son atelier au 15 Fitzroy Square. En 1924, il avait été élu sociétaire la Royal Academy, pour sa plus grande satisfaction. Il devait se remarier un peu plus tard en 1926. Phil Cox-Bros, entrepreneur au 155 High Street, le s'était chargé des transformations que le Wall voulait faire exécuter à Monks, une représentation de l'opéra de Rimsky-Korsakov, Kitej, devait avoir lieu à la Royal Opera House Covent Garden, le 30 mars. Les vestiges de la désastreuse expédition de Sir John Franklin, parti en 1845 à la recherche du passage des Nord-Ouest, furent exposés au Naval Museum, qu'abritait à cette époque un corps de bâtiment, King Charles, des Royal Naval College, jadis hospice. Les souvenirs de Nelson étaient exposés au Painted Hall. En 1934, ils furent regroupés au National Maritime Museum, d'Ankh en Flouze, à Greenwich. Avril 1926, 625 ont dû lui ôter, je suppose, et emporter pendant qu'il agonisait. Embrassez-moi, Hardy, etc. À l'encre j'ai lu tout cela en entrant, et j'aurais juré que je me trouvais sur le Victory. Le charme a donc opéré cette fois. Il pleuvait un peu ensuite, mais cela ne m'a pas empêché d'aller dans le parc, qui n'est qu'une éminence d'où rayonnent des allées. Puis retour à la maison en autobus, sur l'Impérial, pour le thé. Molly McCarthy est venue, ours fidèle et chaleureux, qui m'inspire une véritable affection si j'en juge par mon désir de la voir, sans cesse accru depuis 3 ou 4 semaines, et qui a débouché sur une invitation de ma part, alors qu'il m'arrive rarement de prier les gens de venir. Saxon est arrivé avec le journal de son arrière-grand-père, il serait ravi que je lui téléphone qu'il me plaît autant qu'Ali. Puis je lui suis allé me coucher. Je pense que j'ai recouvré ma sérénité maintenant. Il est certain que je me souviendrai des bateaux remontant le fleuve. Ici un coup de téléphone de ton là mais je refuse de le voir. La solitude et mon épouse et la voilà déjà compromise par Mary et Cliff ce soir, et de la redingote de Nelson bien après que j'aurai oublié ma sottise et mon embarras chez Nessa. Vendredi 9 avril, la vie s'est montrée très bonne envers les Léafins. Je dirais même qu'elle a été parfaite. Pourquoi donc fait-on tant d'embarras sur la vie quand elle peut produire ce brave Walter exubérant et rondouillard, cette bonne Lotta, imposante et comblée, Kitty aussi gentille et charmante que possible, l'irrésistible Charles, toute affection et prévenance. Un plongeon au plus profond de la vie de Walter nous la montre saine et satisfaisante en tout point. Son fils l'embrasse en lui disant « Dieu vous bénisse ». Père, il se rejette en arrière avec un petit rire, sur ses coussins. Il se sert d'un macaron. Il raconte une histoire. Lotta ronronne dans sa robe de velours noir. Moi seul suis exilé de ce bonheur aussi profond que naturel. C'est ce que je ressens toujours, ou plutôt ce que je ressens souvent maintenant. Ce bonheur naturel, offert à profusion, voilà ce qui me manque. Je connais un bonheur intense, mais pas cela. C'est par conséquent ce que j'envie le plus, la bonne entente, l'amour familial et se sentir sur les rails de la vie des humains. Vraiment, sans exagérer, c'est une forme de vie très satisfaisante.
et elle existe pour des milliers de gens en permanence. Pourquoi ni l'un ni l'autre n'y avons eu droit dans cette mesure? Jeunes et vieux acceptant de vivre ensemble, et étant normaux et passablement doués, bien sûr, sans réprimer leurs émotions ni en avoir honte. Une bonne part de ce que je dis là ne reflète peut-être que la vue générale et harmonieuse que nous offrent en gros les personnes que nous ne connaissons pas. Je ne le penserais peut-être pas si je les voyais davantage. Les écrivains ne vivent sans doute pas ainsi. Mais il ne sert à rien d'écarter Négli-Saxon avait imaginé que l'on pourrait faire un livre avec le journal de son arrière-grand-père, Charon Turnet, et espérer que la Hogarth Press pourrait le publier. Mais il n'en fut rien. Voir plus haut, 21 décembre 1924, une sorte de petite grive, du nom de Tonlin, venu sculpter mon buste, et note 14, 1. Les Wolff étaient allés prendre le thé chez les Leaf, à Sussex Place, Regent's Park. Walter Leaf, 1859-1917, lettré, spécialiste d'Homère, était depuis 1919 président de la London and Westminster Bank et secrétaire général de la Chambre de commerce internationale et avait épousé en 1894 Charlotte Mary, 1867-1937, seconde fille de John Addington Simon et sœur de Madge Vaughan, femme de W. Vaughan, le cousin de V.W., qui était morte en novembre précédent. Les Leaf avaient 2 enfants, Charles, né en 1896, et Catherine, Kitty, née en 1900. Kitty avait fait ses études à Newnham College, Cambridge, de 1920 à 1923, 626 avril 1926. J'aime une impression aussi forte. Et puis aussi je me dis, ils ont pitié de RN, ils se demandent si c'est que... Je trouve à la vie je sombre un instant dans le silence, puis me secoue pour parler à Cathy. Je sais aussi que rien de ce que nous avons accompli, Léonard et moi, ni nos livres, ni la Hogarth Press, ni rien n'a le moindre sens pour Lotta, Walter ou Charles, et ne signifie pas grand-chose pour Kitty. L'auto de Charles les attend devant la porte. Ils sont tous au comble du bonheur, vont aller à Berkhamsted, ce qui leur prendra 1 heure, de sorte qu'ils doivent même être déjà dans les ruelles à cet instant. Nuit de printemps, et tout ce qui s'ensuit. Dimanche 11 avril, impossible de lire Mrs. Webb parce que Tonlin peut sonner à la porte d'une minute à l'autre. Mais j'avais aussi envie de continuer sur le chapitre des Leaf. J'ai presque oublié l'impression qu'ils m'ont produite. J'ai réintégré le cocon de ma propre personnalité. Comment adviennent-ils, ces brusques et violents changements d'optique? Écrivant, inventant, je mène peut-être une vie exceptionnellement consciente, elle a pour moi une réalité très intense, et si je vais prendre le thé chez les Leaf, elle est détruite plus radicalement que cela peut arriver à la vie des autres. Parce que ma vie se dit tout bas qu'elle est la vie, la seule. Mais lorsque je pénètre dans un monde complet en soi, ce monde où Walter fait une plaisanterie, je m'aperçois qu'il existe, et qu'il existerait même si je n'existais pas et cela me désarçonne. Si violente qu'elle soit, ces impressions s'effacent rapidement, laissant un dépôt d'idées. J'en discuterai peut-être avec elle lorsque nous serons à Ilwernminster. Il s'agit du bonheur naturel, et de savoir pourquoi il est détruit par notre manière de vivre. L'autobiographie de Mrs. Webb m'amène à comparer sa vie avec la mienne. La différence provient de ce que Mrs. Webb s'efforce de rapporter toutes ses expériences à l'histoire. Elle fait preuve de beaucoup de logique et de cohérence. Elle a toujours réfléchi sur sa vie et sur la signification du monde, a même commencé à le faire dès l'âge de 4 ans. Elle s'est étudiée en tant que phénomène. Son autobiographie participe donc du XIIe siècle. Elle est le produit de la science et de la non-croyance en Dieu. Elle a été sécrétée par l'esprit du temps. En tout cas, elle croit qu'il en est ainsi, et se replace dans son époque d'une manière très convaincante et à mon avis, très intéressante. Elle s'abreuve à un grand courant de pensée. Au contraire de Walter Raleigh, ce poseur plein de lui-même, elle s'intéresse beaucoup plus aux faits et à la vérité qu'à ce qui choquera les gens et à ce qu'un professeur ne devrait pas dire. Tonlin n'a pas l'air de vouloir se montrer, et elle est teint. Je vais donc essayer de lire un peu. Le mardi 1er avril, les Wolff se rendirent en train à Blanford dans le Dorset, et de là en voiture jusqu'à la Talbot et Ilwernminster, où ils passèrent 5 nuits. Pour leur voyage voir le livre de Beatrice Webb, My Apprenticeship, mon apprentissage, en particulier le chapitre Achille de Choice of a Craft, de Religion of Humanity, le choix d'un métier, la religion de l'humanité.
VW lisait aussi à ce moment-là la correspondance de Sir Walter Raleigh, de 1879 à 1922, 2 volumes, présentés par Lady Raleigh, qui avait paru cette année-là. La virulente critique qu'en donna VW parut sous le titre A Professor of Life dans le numéro de Vogue du début de mai. Elle devait être réimprimée par la SU sous celui de A Captain Deadbed. Walter Raleigh, qui fut anobli en 1911, avait été successivement professeur de littérature anglaise à Liverpool, Glasgow et dans les universités d'Oxford. Avril 1926, 627 de retour, K18, ils firent encore le trajet jusqu'à Bournemouth, et là prirent un train qui les déposa à la gare de Waterloo. Dimanche 18 avril, j'écris cela ne fut pas écrit bien sérieusement, c'est évident, mais pour essayer une plume, je crois. Et l'on est maintenant le vendredi 30 avril, dernier jour d'un mois humide et venteux. À l'exception des jours de Pâques où les portes se sont ouvertes toutes grandes pour nous offrir un été brillant de tous ses feux, tel qu'il brille en permanence sans doute, mais caché par les nuages. Je n'ai rien dit d'Iwerne Master. Cela m'amuserait maintenant de voir ce que ma mémoire en a conservé. Chamboomchaz, les arbres rabougris de la forêt aborigène, éparpillés, non groupés en plantations, anémones, campanules, violettes poussant un peu partout, sans couleur, livides, car le soleil ne brillait guère. Puis le vallon de Blackmore, vaste dôme d'éther, et les champs tombés au fond, le soleil lançant un rayon ici ou là, une grosse averse, semblable à un voile traîné de ci de là du haut du ciel. Puis le soulèvement des collines aux pentes si escarpées, mais est-ce bien le mot, qu'elles offrent des crêtes et des corniches, et une inscription dans une église, chercha la paix et l'obtint, et la question, qui peut bien composer ces épitaphes ronflantes et bien tournées, cette propreté du village d'Iwerne, cet air de bonheur, cette prospérité, tout ce qui, alors même que nous en rions, me poussait à m'interroger. N'est-ce pas quand même la bonne méthode, sincèrement, et puis le thé avec de la crème, ces choses-là, je me les rappelle, ainsi que les bains chauds, mon nouveau manteau de cuir, Shaftesbury, tellement moins imposant, tellement juge et moins haut que je ne l'imaginais, et le trajet en car jusqu'à Bournemouth, et la dame au chien derrière le rocher, et la vue sur Swanage, et le retour à la maison. Et alors ce fut horrible, Nelly envisageait son départ, se montrait ferme, quoique désolée. Mardi, elle m'arrêta sur le palier en me disant « Je vous en prie, madame, permettez-moi de vous faire des excuses. Cette fois nous étions si décidés. Nous l'avions si bien cru que j'avais écrit 6 lettres. » Mais aucune cuisinière ne se présenta, et je m'étais suffisamment penchée sur le problème des domestiques pour me réjouir de pouvoir à nouveau m'en remettre à Nelly. Maintenant je fais le vœu de ne plus jamais la croire quoi qu'il arrive. J'ai trop d'affection pour vous pour être jamais heureuse ailleurs, dit-elle. En fait de compliments, celui-ci est peut-être le plus beau que je puisse recevoir. Mais mon esprit est entraîné ailleurs. Il s'agit de la question vestimentaire. Ce qui m'humilie, c'est d'être moins bien vêtue que la plupart des gens lorsque je me promène dans Regent Street, Bond Street, et autres. J'ai terminé hier la première partie de la promenade au phare et commencé aujourd'hui la seconde. Je n'arrive pas à comprendre, j'en suis à un passage des plus abstraits, des plus difficiles à écrire. Je dois rendre le vide d'une maison, où personne n'est là pour jouer un rôle, le passage du temps, tout cela sans yeux, sans traits, sans rien à quoi se raccrocher. Eh bien, je m'y précipite, et je couvre aussitôt de pages, et je écris des bêtises ou fais un coup d'éclat. Pourquoi suis-je si gonflé de mots, si libre, semble-t-il, de faire exactement ce qui m'entend? Lorsque j'en relis quelques lignes, cela me paraît inspiré, demande à être un peu comprimé, mais c'est à peu près tout. Comparons cette aisance audacieuse à la stérilité torturante de mai 628 mai 1926 empoignade avec Mrs. Dalloway, la fin exceptée. Je ne me monte pas la tête, c'est une simple constatation. Oui, et me voilà passablement célèbre. Quant au reste, nous traînassons avec la nation. Ménard est de retour, en par-dessus léger, soupèse une éventuelle candidature au poste de principal à Kingsey. Nous lui disons que cela ne plairait pas à Lydia. Il répond que ce serait un gage de maturité, de respectabilité. Je sympathise avec lui dans une certaine mesure. C'est parce qu'il grisonne, et je expliquais à Clive. Car Clive est revenu, Nessa s'en va, et moi je m'inquiète de mes vêtements et de ce que Roger m'a signifié hier soir, à ma grande contrariété que Nessa me critique derrière mon dos.
Puis, au nouveau ménage en ville de Ralph VI, Inès 7 qui physiquement ressemble assez à Vivien, Elliot, plonge dans mon regard celui de ses yeux verdâtres, bordés de rouge, en m'annonçant « J'ai deux choses à vous dire alors » et elle me déclare qu'elle m'admire. Cela avalé, péniblement, elle me demande « N'avez-vous pas eu une liaison avec Olivier ?» Le lien entre ces deux choses, c'est qu'elle m'a détesté par jalousie. Je proteste que je n'ai même jamais embrassé Olivier et qu'il ne m'a jamais regardé. Elle refuse de le croire. Elle a toujours refusé de le croire depuis des années. Curieux petit entretien, machiné par Olivier et qu'elle a enfin mené à bien. J'ai fait intervenir Léonard, et je crois qu'il a réussi à la convaincre. Olivier a nié toute connaissance de cette affaire, et dit qu'il l'a inventée pour avoir un prétexte à une conversation intime. Tant de femmes sont comme cela, dit Rose Macaulay, assise, guindée, décharnée, semblable à une chatte momifiée, dans son fauteuil. Ceci est écrit le 22 août. Mercredi 5 mai, il serait intéressant de tenir un journal précis de la grève. Par exemple, il est maintenant 2h moins le quart. Il fait un brouillard brunâtre. Aucun maçon ne travaille, il bruine. La première chose que nous faisons le matin, c'est de nous mettre à la fenêtre pour observer la circulation dans ce temps réel et continuel. Tout le monde est à bicyclette. Des passagers supplémentaires s'entassent dans les automobiles. Il n'y a pas d'omnibus, pas de placard, pas de G-journaux. Les ouvriers sont au travail sur la chaussée. L'eau, le gaz, l'électricité sont distribués, mais à 11h la lumière a été coupée. J'ai siégé à l'imprimerie. Le poste de principal à King's College était vacant depuis le 7 avril, ayant été libéré par la mort de Sir Walter Durnford. En l'occurrence, ce fut le révérend Hugh Kelly, professeur de théologie, que l'on désigna pour lui succéder. Cliff venait de rentrer de Paris. Vanessa s'apprêtait à partir pour Venise en compagnie de Duncan Grant et d'Angus Davidson. Autrement dit au 41 Gordon Square, où Ralph Partridge vivait désormais avec Frances Marshall, tout en allant cependant passer les fins de semaine à Amspré, la maison de campagne qu'il partageait avec sa femme Lytton Strachey. Frances Marshall, 1900-2004, après des études à Bedale et à Newnham College, était entre à la librairie Birrell et Garnett, David Garnett étant son beau-frère. Ralph Partridge devait l'épouser après la mort de Carrington, sa femme, en 1932. Inez Jenkins, née Ferguson, 1895-1981, avait eu une liaison avec Olivier Strachey à la fin de la guerre. Elle se maria en 1923 et de 1919 à 1929 fut secrétaire générale de la Fédération nationale des Women's Institute. La grève générale fut proclamée le 2 mai par les syndicats ouvriers réunis en congrès pour apporter un soutien aux mineurs qui avaient cessé le travail le 1 mai. Le litige remontait au début de l'été 1925. La file des charbonnages qui paraissait sur le point d'éclater avait été remise en cause par l'octroi, pour 9 mois, prime du gouvernement, qui était arrivé à expiration le 30 avril 1926. Mais en fit, tout espoir d'éviter la grève des charbonnages s'était effondré lorsque les recommandations de la commission Samuel, publiées en mars dès cette année, avaient été repoussées, tant par les mineurs que par les propriétaires des mines. Mai 1926-629 dans un brouillard brun, tandis qu'elle écrivait un article pour le Herald. Un jeune homme d'aspect très révolutionnaire, juché sur une bicyclette, arriva avec la British Gazette. Elle doit répondre à un article qu'elle contient. Tout était d'une sévérité militaire, empreinte d'un léger secret. Puis Clive entra en passant, la porte demeurant ouverte. Il va offrir ses services au gouvernement. Ménard, tout excite, voudrait que l'HP sorte un numéro réduit de la Nation 3. Tout est terne et des prix ruants, on a comme l'impression d'attendre un train hors d'une gare. Des rumeurs circulent, que le gaz sera coupé à 1h. C'est faux, bien entendu. On ne sait à quoi s'occuper. Et la nature n'y va pas de main morte aujourd'hui. Brouillard, pluie, froid. Une voix assez banale et officielle, ni est la seule qui se fasse entendre à tous, nous dit bonjour à 10h. C'est la voix de la Grande-Bretagne, à laquelle nous ne pouvons répondre. Une voix bien futile, qui se contente de nous dire que le prince de Galles va rentrer, de Biarritz, que les rues de Londres offrent un spectacle sans précédent. Jeudi 6 mai, un des effets curieux de la grève est qu'il devient difficile de se rappeler quel jour on est. Rien de nouveau, mais, sans rime ni raison, ou à cause du temps, ou parce qu'on s'habitue,
nous reprenons courage, faisons moins attention à la grève et, à l'occasion, parlons d'autre chose. Les taxis circulent aujourd'hui, on vend divers journaux de format réduit, on doute de tout. Cliff Dean à Mayfair et là tout le monde est pour les ouvriers. Je vais chez Harrison, dentiste, et il me fait taire d'un, ce sont les guenilles contre l'Union Jack, Mrs. Wolfe et en affirmant que Thomas a 100 000 hommes avec lui. Frankie dîne en ville et découvre que tout le monde est pour le gouvernement. Bob Trevelyan entre en passant et dit que Churchill est pour la paix, mais que Baldoin ne veut pas céder d'un pouce. Cliff prétend que Churchill préconise l'emploi de bombes lacrymogènes pour une lutte à mort et que c'est lui qui est à l'origine de tout. Ainsi tenons nos bons, tournant en rond dans notre cage. Je remarque qu'il nous arrive très souvent de nous interrompre d'un « enfin, je ne sais pas ». D'après elle, ce désarroi tient à l'absence de journaux. J'ai l'impression que l'on est parvenu à une impasse, de part et d'autre, et que nous pourrions bien rester à ce point mort pendant des semaines. On prie pour une intervention d'en haut, du roi ou de Dieu, de quelques personnes impartiales qui nous disent « Embrassez-vous et soyez bons amis », ce qui est notre désir à tous, apparemment. Je rentre à l'instant d'une promenade jusqu'au Strand. On remarque évidemment les camions pleins d'hommes âgés et de jeunes filles, debout tels les voyageurs des The British Gazette était un journal fondé par le gouvernement, qui parut pendant la durée de la grève sous la direction de Winston Churchill. Aucun article de LW ne fut publié au cours de cette période dans le Daily Herald, qui parut, dans son format habituel et avec les mêmes rubriques, à 8 reprises, entre le 5 et le 17 mai. La NIA ne reprit sa publication qu'à partir du 15 mai. Un numéro spécial sur la grève, consistant en un symposium de différentes opinions, par Menarkens, Gilbert Murray, Ramsay Muir, W.T. Letton et E.D. Simon, avait été préparé la semaine précédente pour la publication, mais ne parut pas. Voir VW, de l'été, II, numéro 1635, du 26 mai 1926, James Henry Thomas, 1874-1949, secrétaire général du syndicat national des cheminots, National Union Alfred Weyman, en 1919-1924 et 1925-1931, avait été secrétaire aux colonies dans le gouvernement travailliste de 1924. En 1919, il avait dirigé une grève des chemins de fer et négocié son règlement. Stanley Baldwin était alors Premier ministre d'un gouvernement conservateur, et Winston Churchill son chancelier de l'échiquier 630 mai 1926 ancien wagon de 3e classe. Les enfants grouillent. Ils ramassent les débris de vieux pavés de bois. Tout semble aller très vite, s'éloigner, s'affairer point. Les magasins sont ouverts, mais vides. Surtout cela plane une atmosphère bizarre, sans couleur peu naturelle, une grande activité, niais non celle de la vie normale. Je pense que nous deviendrons plus indépendants et stoïques à mesure que s'écouleront les jours et moi je suis empêtrée dans des projets d'achat de robes avec Todd, rédactrice de Vogue. Je tremble et frissonne de la tête aux pieds à l'idée de l'ampleur de la tâche que j'ai entreprise, me rendre chez une couturière recommandée par Todd et même, comme elle l'a suggéré, mais là le sang s'églace dans mes veines. En compagnie de Todd, cela me plonge dans une excitation fiévreuse, plus encore peut-être que la grève. Cela ressemble un peu au petit matin, cet état de choses, quand on est resté debout toute la nuit. Les affaires vont mieux aujourd'hui. Nous avons vendu quelques livres. Bob a fait à bicyclette tout le trajet depuis Létille, se levant à 5 heures pour éviter la foule. Au bout d'une heure, il fut arrêté par une crevaison, tomba sur son tailleur qui lui répara son pneu, se remit en route et faillit être étouffé par la foule aux abords de Londres, et depuis, n'a plus cessé d'aller à pied, arpentant Londres de Chelsea à Bloomsbury pour récolter les potins et tenir des propos incohérents sur les essais de Desmond et sur ses propres poèmes. Il en a encore pondu 2 autres, qui devraient être publiés. Il est vorace, insatiable et ressemble à un singe, mais possède une sorte de charme roux et bourru qui lui donne l'air d'un chien que l'on taquine. Il se plaint d'ailleurs des taquineries de Logan. Clive est venu discuter des communiqués. Vraiment, on se croirait avant tout dans une maison où il y a quelqu'un de gravement malade, où les amis entrent en passant pour prendre des nouvelles et où il faut attendre ce que dira le médecin. Kennel, le poète, garçon maigre, nerveux, chagrin, assez joli, en quête de travail, est venu s'informer auprès des Wolfe, qui passent, je suppose, pour faire autorité sur ce sujet.
Nous lui suggérâmes de s'adresser à Desmond. Il prit congé au bout d'une heure. Ici, Cliva fait son entrée et m'a interrompu. Il avait fait des achats dans le West End avec Mary. Rien à signaler là-bas. Il resta aux écoutes avec elle à 7 heures, mais il n'apprit rien. L'aspect des rues, comment les gens prennent la route, c'est la phrase d'usage. Pour se rendre à leur travail, qu'il faut s'attendre à du froid et à du vent demain. Il fait un froid glacial aujourd'hui, qu'il y a eu un chaud débat aux communes. Parmi la foule des piétons, dans Kingsway, il y avait l'inoffensif Pritchard, petit vieillard chétif, bienveillant, qui tapa sur l'épaule de elle et dit qu'il s'exerçait à tirer pour pouvoir le descendre, ainsi que la vieille Miss Pritchard, non moins fragile, poudrée, le teint rose, mal fagoté. Combien de temps cela va-t-il durer? Mrs. Wolfe 4 semaines miséricorde et les voilà qui s'éloignent pour traverser le pont de Kensington, je pense. Ensuite, dans Kingsway, arrive le vieux commis tout branlant qui doit effectuer un trajet de 2 lieues. Miss Talbot a 1 heure de marche à faire, Mrs. Brown, 2 heures. Mais ils viennent tout et tapent sur leur clavier comme si de rien n'était Monsieur Pritchard faisant pour 5. Peter Kennel, 1905-1993, avait connu un succès de poète précoce alors qu'il était écolier et Iltry devenu un protégé des Dimarsh et des Sitwell. Il avait été temporairement exclu de Balliol, où il ne recolle plus, en octobre précédent. LW l'avait rencontré chez les Sitwell, et Desmond McCarthy le chargea s'il flette de critique littéraire pour le New Statesman. Mal 1926-631 rien du travail pour les pauvres gens, ce qui est bien de lui, j'imagine, et ce dont n'emporte rit. Puis nous nous opposons aux gens du square au sujet des chiens. On doit les tenir en laisse, ni il est permis de jouer tennis, nous dit-on. Elle se lance dans la bataille, et il vient de rallier le Pékinois à sa cause. Nous n'avons pas de nouvelles de l'étranger, ne pouvons pas non plus en envoyer. Riz de paquet. Le lait, les légumes, etc. ont augmenté de quelques pence. Et Marin a acheté 4 rôtis. Il fait maintenant un crépuscule glacial, lumineux, très calme. Seul un orgue de barbarie se tait entendre au loin. Les briques sont empilées sur le bâtiment et restent là. Et Viola qui devait faire notre fortune. Elle a dîné ici lundi soir, le soir où s'est déclenchée la grève. Humre 17 mai, pas de changement. Londres s'adresse aux îles britanniques. Bonjour à tous, c'est ainsi que cela commence à 10 heures. Les nouvelles se réduisent à ceci que les archevêques sont en conférence et demandent que l'on prie pour qu'ils soient guidés dans la bonne voie. Que cela signifie ou non qu'ils vont intervenir, on n'en sait rien. Nous ne savons rien. Mrs. Cartwright est venue à pied depuis Hampstead. Elle a chaudement discuté avec Léonard. C'est qu'elle est anti-travailliste. Elle ne voit pas pourquoi elle soutiendrait les travaillistes, quand elle remarque dans la rue des hommes qui paraissent au lieu de travailler. Nous n'avons pas fait grand-chose ni l'un ni l'autre aujourd'hui. Journée froide, humide, avec quelques moments de soleil. Rien n'a été changé dans nos arrangements. Une jeune fille est venue confectionner les housses de fauteuil. Elle avait fait tout le trajet à pied depuis Shoreditch, mais y a pris plaisir. Le Tiny Neuf a fait une commande de 25 violas. Il est question de faire paraître un embryon de nation renéotypée. Léonard est allé au bureau, moi au British Museum où tout n'était que sérénité, dignité et sévérité glaciale. Tout en haut sont inscrits les noms des grands hommes et au-dessous nous nous faisons tout petits, pareil à des souris qui grignotent des miettes, dans un esprit des plus formalistes, des plus discrets, des plus impersonnels. J'aime cette atmosphère poussiéreuse et livresque. La plupart des lecteurs semblent avoir gommé leur nez et biffé leurs yeux, mais ils mènent une vie qui leur plaît, croient en la nécessité d'écrire des livres, je suppose, vérifient, comparent, écrivent d'autres livres, à jamais. Cela fait bien 15 ans que j'y viens lire. À mon retour à la maison, j'ai trouvé Hubert Anderson arrivant du bureau. Il fit ce qui s'appelle maintenant prendre une tasse de thé, mais consiste à parler de la grève pendant 1 heure et demie. Voici ce qu'il prédit. Si elle n'est pas réglée ou en cours de règlement lundi, la grève durera 5 semaines. Aucun salaire n'est payé aujourd'hui. Léonard dit que cela l'a affecté. William Burchell Pritchard, décédé en 1940, était l'associé principal d'une firme juridique, Dolman et Pritchard, qui occupait le rez-de-chaussée et les premiers étages du 52 Tavistock Square. Miss Pritchard était la sœur de William Pritchard et faisait office de clerc principal. Les autres, Miss Talbot, plus tard Mrs. Schrager, et Mrs. Brown étaient des employés de la firme.
L'accès du jardin de Tavistock Square était réservé aux résidents, qui possédaient la clé des grilles. LV trouvait excessive la clause du règlement qui obligeait à garder les chiens en laisse dans le jardin. Il avait obtenu l'appui du propriétaire d'un Pékinois qui pensait comme lui sur ce point. Viola Trey, 1884, 1938, fille aînée du grand acteur metteur en scène Sir Herbert Beerbohm Trey, était une artiste indépendante. Le succès que l'on espérait pour ses mémoires Castles in the Ernest Star, of My Singing Days, Ch'to en Espagne, Histoire des jours où je chantais, avait avorté du fait de la grève générale. Le Times Book Club, 42 Wigmore Street, qui possédait une importante bibliothèque circulante. Aldi 1926-633 organisons une pétition. Il y avait un dégel sensible, hier soir, pensions-nous. L'archevêque et Grete tous deux conciliants. C'est donc tout heureux que nous allîmes nous coucher, aujourd'hui, visiblement, c'est toujours la même impasse, sous la surasse toutes sortes, le courant ni sujet et desquels nous avons les informations les plus contradictoires. Ce brave Frankie raconta une histoire, au coin du feu, à la librairie. Il s'agissait d'un entretien entre Asquith et Reading, après lequel Reading se serait montré hostile aux ouvriers. Plus tard, par Olive, par Desmond, on sut qu'il s'avérait qu'Asquith Lee se trouvait au wharf 14 à 60 000 de Lord Reading. Lady Wimborne a donné une réception où Thomas et Baldwin se sont rencontrés. Réunion mystérieusement décommandée aujourd'hui, sans cela la grève serait terminée à l'heure qu'il est. Suis allée à la chambre des communes avec elle ce matin. L'article de elle devrait servir à chauffer Dalton 17 aux communes cet après-midi. Toute cette police et ces statues de marbre qui vous en jettent plein la vue ont quelque chose d'offensant. Mais le gouvernement m'a fourni un autobus à l'aller comme au retour, et nous n'avons pas essuyé de jets de pierre. Gare d'Argent et cramoisi à Whitehall, le cénotaphe, devant lequel les grévistes se découvrent, eux aussi. Suis rentrée, pour trouver à la maison Tom Marshall qui complotait avec elle après le déjeuner. Sommes allés à la librairie Birrell et Garnett où la nouvelle, trop secrète pour être dite au téléphone, nous fut communiquée, de là, à la London Librairie, où nous vîmes Gauche 18, Grand Mulet Blafard, affable et verbeux, et Molly qui lisait vainement, diligemment, l'année 1840 de la Dublin revient Villeneuve, retour à pied à la maison, vu Clive, pour réfuter la nouvelle, James, pour obtenir une signature de Saint-Lô. Puis Ménard téléphona pour nous ordonner d'imprimer La Nation, du moment que le Ned Statesman est imprimé, ça quoi j'ai consenti, mais que elle récuse. Puis le dîner, une collision d'automobile, d'autres coups de téléphone. Et voilà encore la sonnerie en ce moment, 9h05. La pétition présentée au gouvernement pour une reprise immédiate des négociations dans l'esprit suggéré par l'archevêque de Canterbury. LW avait entrepris de récolter des signatures d'écrivains et d'artistes, tâche pour laquelle il reçut l'aide d'une troupe de jeunes gens actifs, équipés de bicyclettes, voir LW, autobiographie, IV, page 217 à 218. Le très révérend Randall Thomas Davidson, 1848-1930, archevêque de Canterbury de 1903 à 1928. Le sermon qu'il prononça le 9 mai à Saint-Martin-in-de-Field s'inspirait d'une phrase d'une épître aux Éphésiens. IV1. Menez une vie digne de l'appel que vous avez reçu, et il fut diffusé sur les ondes. Le vicomte Grey de Falodon, 1862-1933, éminent vétéran du Parti libéral, lança lui aussi sur les ondes, le dimanche soir, un appel au public pour qu'il prête main forte au gouvernement afin que les négociations soient menées librement et non sous la contrainte. H. Asquith, Lord Oxford, qui était toujours à la tête du Parti libéral, possédait une maison, le Wharf, au bord de la Tamise, à Sutton-Courtenay, près d'Oxford. Rufus Isaac, premier vicomte Reading, créé Ressenune premier marquis, rentrait à peine de l'Inde dont il était vice-roi depuis 1921. Lady Wimborne, née l'honorable Alice Grosvenor, 1880-1948, était la femme du richissime Ivor Churchill West, premier vicomte Wimborne. On trouvera un long exposé de son rôle dans les négociations qui se déroulaient dans les coulisses, au chapitre 3, intitulé The General Strike de l'ouvrage d'Osbert Sitwell Locked in the Next Room, Rire dans la pièce à côté, paru en 1949. Hugh Dalton, formé à Eton et à King's College, Cambridge,
était maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Londres et membre du Parlement travailliste pour Camberwell. George Peabody Gauche, 1873-1968, le célèbre historien, qui fut longtemps, de 1911 à 1960, rédacteur en chef de la Contemporary Review, à laquelle LW avait contribué régulièrement de 1920 à 1922. Molly McCarthy cherchait à se documenter pour son recueil d'esquisses biographiques fictives Fitzgerald and Other Papers, esquisses qui furent publiées dans le Dublin Magazine, en 1930. Si l'on en croit L.W., voire LW, autobiographie, IV, page 218, parmi les personnes dont on sollicita la signature pour la pétition visant à obtenir une reprise immédiate des négociations, John Galsworthy, le célèbre auteur de la saga des Forsyth, fut le seul à refuser de la donner, mais le rédacteur en chef de l'observer.